Bonjour à tous et merci de nous accompagner dans cette nouvelle émission Critique Foot qui s'intéresse aux principaux championnats européens. Aujourd'hui, avec nos journalistes et nos consultants, nous allons essayer de répondre à trois questions. La première nous amène avec Achille H du côté de la Serie A en Italie. Zlatan n'est-il pas voyant quand il a quitté les États-Unis pour rejoindre l'Italie et le AC Milan? Et puis, on quittera l'Italie pour partir du côté de l'Angleterre avec Fred Griffaton qui va animer un débat autour de la question: le Brexit va-t-il casser le championnat anglais? Et puis, on reviendra en France avec Alisson Nkunku qui nous pose la question: Pochettino réussira-t-il à redresser un PSG poussif? Mais il est temps de commencer Critique Foot. Il est temps aussi de laisser ma place à Achille H pour partir en Italie. Buon anno a tutti. Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021, remplie de santé, surtout la santé, la prospérité, et tous les meilleurs voeux remplis de football italien. On se retrouve là pour une petite quinzaine de minutes concernant le football italien. Je serai accompagné d'Alisson, Juan José et Fred, qui est avec nous. Un plaisir. Un plaisir partagé. Oui. Alors, on va commencer tout de suite, sans perdre de temps. Avec moi, depuis le début, le Milan aurait gagné le Scudetto. Cette phrase-là est émanante d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Et une question se pose. Zlatan Ibrahimovic n'est-il pas voyant? Juan José. Pas voyant. Par contre, je ne sais pas s'il est voyant ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il croit en lui. Il l'a démontré là où il est passé, que ce soit du côté de l'Espagne, que ce soit du côté de l'Italie ou du côté de la France aussi. Donc, à chaque fois, il a une énorme confiance en lui. Et quand il déclare ça, il est dans son rôle des grands joueurs internationaux. Mais c'est vrai que son passage en France a montré qu'il était capable de gagner et que les équipes avec lui étaient capables de gagner. C'est vrai qu'il a montré qu'il est capable de transformer une équipe. Il l'a montré aux États-Unis, quand il est allé aux États-Unis. Mais je reconnais que quand il a fait cette déclaration en arrivant en Italie, je me suis dit, là, peut-être qu'il va un peu loin, parce qu'il n'est pas tout jeune, parce que c'est vrai qu'il a de l'expérience, mais voilà, et il arrive dans un championnat qui était, l'année dernière encore, dominé par la Juventus. Donc, on avait du mal à croire à sa déclaration. Et je pense que même s'il continue à être une grande gueule, parce que c'est l'histoire de Zlatan, c'est une grande gueule, hein, c'est un grand joueur, mais c'est une grande gueule aussi. Et je ne suis pas du tout encore convaincu qu'il va gagner son pari. Il y a encore la Juventus qui essaye d'arriver loin. Il y a encore n'en dis pas trop pour le moment. N'en dis pas trop pour le moment, Juan José. Je ne pense pas qu'il va gagner son pari. Tu vois, je ne le pense pas. On va voir. Pour information, le Milan AC, c'est la meilleure équipe de l'année 2020. Invaincue depuis le début de la saison parmi les 5 grands championnats majeurs. Est-ce que cette information change la donne? Et là, on voit tout de suite le classement où on voit, bien entendu, que le Milan AC est premier du classement avec 40 points, suivi de très près de l'Inter Milan lors de cette 17e journée. Alisson. Moi, j'y crois en Monsieur Irma en tant que Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi j'y crois? Parce que Zlatan Ibrahimovic, il a eu une démarche autre quand il est arrivé au Milan AC. Le Milan, on sait que c'est son bébé, c'est son club, c'est à lui. Le Milan AC, quand il est arrivé au Milan AC, il a pris les jeunes à partie. Il leur a dit, écoutez les gars, ici c'est le Milan. Porter le maillot du Milan, ça veut dire quelque chose. Moi, je veux gagner avec le Milan et je veux que vous gagnez aussi avec les Milan. Et c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à preuve du contraire. Depuis qu'il est arrivé, le Milan est une équipe méconnaissable. On avait un trou d'air pendant plus de 5 ans, voire même une petite dizaine d'années à l'AC Milan, où l'AC Milan ne connaissait même pas le trio de tête en Serie A, où on avait oublié ce que c'était l'Europe du côté de Milano. Ouais. Et là, Zlatan arrive, Zlatan dit qu'il va gagner, et Zlatan, pour l'instant, tient son pari, Juan José.
Ouh là là, donc déjà des contradictions. Et justement, il y a une autre déclaration d'un célèbre entraîneur qui s'appelle Claudio Ranieri, qui a indiqué que le championnat se jouerait entre 4 équipes. Le Milan, la AS Rome, la Juventus et l'Inter. Alors Fred, es-tu aussi du même avis que Claudio Ranieri? Moi, je rejoins l'avis de Claudio Ranieri au sens que c'est vrai que la Serie A n'est plus dominée par la Juventus comme ça a été le cas peut-être durant pratiquement toute la décennie. Il n'y a que Naples qui est allé un peu concurrencer la Juventus ces derniers temps. C'est vrai que ce soit l'Inter Milan ou le Milan AC ont eu du mal à briller, que ce soit dans leur championnat national ou sur la scène européenne. Ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent ces dernières années. L'Inter a eu une Europa League, certes, mais en Champions League, elle n'a pas montré grand-chose. Le Milan AC, pareillement. Après, voilà, je ne sais pas si Zlatan est voyant, mais je pense qu'il est clairvoyant. Et je pense que Maldini a été clairvoyant de ramener Zlatan Ibrahimovic à Milan. Il manquait une star à cette équipe. Alisson, à juste titre, tu as dit qu'il a inculqué des valeurs, des principes à ces jeunes. Et ces jeunes joueurs au Milan AC, comme Ismaël Ben Nasser, comme Kessié, comme Alexis Selmakers, sont ravis de pouvoir jouer avec Ibrahimovic. A priori, Juan José n'est pas forcément d'accord là. On a vu un petit peu son visage. Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est qu'en fait, je vous entends parler et vous pourriez parler aussi de Ronaldo, parfaitement, quand il est arrivé à la Juventus. Et personne aujourd'hui, la Juventus, c'est vrai, elle n'est pas la première du championnat, mais elle a dominé le football italien 8 dernières saisons. Ronaldo est toujours capable de mobiliser son équipe, est toujours capable de faire gagner la Juventus. Et Ronaldo est tout à fait capable d'affronter d'homme à homme ou d'équipe à équipe avec la Juventus, nos amis milanais. Donc c'est bien ce que vous dites, mais ça pourrait être appliqué aussi à la Juventus, sans problème. Me permettre, la différence quand même entre Zlatan et Cristiano, c'est que Cristiano Ronaldo n'est pas arrivé dans une équipe complètement en perdition. La Juve, c'était un peu huilé. La Juve, ça gagnait quand même avant Cristiano Ronaldo. C'était solide, ça avait des bases. Quand Zlatan est arrivé au Milan, c'était pas le Milan qu'on connaît aujourd'hui. Le Milan, on les avait oubliés parmi les grands d'Europe. D'accord, il est fédérateur. Ça, personne ne dit le contraire. Il est fédérateur. Il gagne. Rassembler le vestiaire. Il participe des victoires des Milan. À défaut quand même d'être fédérateur, être la meilleure équipe sur l'année 2020, qui aurait pu imaginer que le Milan AC puisse être la meilleure équipe sur l'année 2020. Enfin, justement, à la Juve de Cristiano Ronaldo, il faut aller chercher. C'est ça. Mais après, peut-être que l'Inter d'Antonio Conte aussi. Il ne faut pas forcément résumer le succès du Milan AC à l'unique présence de Zlatan Ibrahimovic. Je pense qu'il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et il ne faut pas résumer le Milan AC à Ibrahimovic. Il y a d'autres joueurs qui sont en grande forme, Çalhanoğlu. Et Zlatan a apporté forcément un supplément d'âme à cet effectif. Pour ma part, je pense qu'il a plus apporté au Milan AC que Ronaldo a apporté à la Juventus. Et au bonheur des supporters ou sympathisants du football, c'est un plaisir de revoir le Milan AC parmi les grands championnats. Mais justement, tu fais bien de le préciser, Fred. Tu nous parles de Zlatan Ibrahimovic, en nous indiquant donc le poids qu'il a ou qu'il a pu éventuellement avoir au sein de cette équipe. Mais personne autour de ce plateau n'a parlé d'un certain Pioli. Oui, le coach Stefano Pioli, qui était justement juste avant l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, qui était sur le point, effectivement, de se faire licencier. Et suite à l'arrivée d'un certain Zlatan, bien entendu, on a pu voir que le Milan AC truste les premières places lors de ce championnat. Oui, tu dis il trust, mais quand vous regardez le classement que tu as montré tout à l'heure, la différence entre la Juve qui est 4e et Milan, la Juve avec un match en moins quand même, c'est de 4 points à la limite, 4-5 points. Parce qu'il y a match en moins pour la Juve. Donc en fait, on est à la moitié du championnat, presque à la moitié du championnat du côté de l'Italie. Et la différence entre ces clubs n'est pas énorme. Il n'y a pas une différence flagrante. On sait parfaitement que ça peut changer parfaitement au mois de février. Il faut quand même préciser que il y a eu cette confrontation entre le Milan AC et la Juve. Et la première défaite de la saison du Milan AC, bien entendu, c'était contre la Juve d'un certain Cristiano Ronaldo. Il faut bien noter aussi qu'il y avait l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Faut le noter. Alors, on va attendre de voir effectivement ce que ça va donner lors du match retour. Mais juste avant, j'aimerais quand même que vous voyiez un petit peu le calendrier qui nous attend en Serie A, qui est vraiment magique ce mois de janvier. Il nous reste là le derby romain
avec la Lazio qui reçoit l'AS Rome, pas plus tard que demain. L'Inter Milan, encore une fois, on parle toujours d'eux, qui va affronter la Juventus le 17 janvier. Et le 23 janvier, une autre affiche entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame. Alors, à l'issue de cette programmation du mois de janvier, pensez-vous qu'une équipe peut sortir du lot et se rapprocher d'un Scudetto, Fred? Moi, ce que je pense, en regardant ces affiches, Achille, c'est que au-delà du Milan AC, je pense sincèrement que la Serie A est en train de redorer son blason. C'est vrai que auparavant, c'était l'un des plus grands, c'était le plus grand même championnat. Tous les plus grands joueurs internationaux évoluent en Serie A. À cause des affaires de corruption et d'autres, j'en passe, c'est vrai que la Serie A a un peu perdu sa valeur. On a un peu donné un cliché que la Serie A est un championnat à vocation défensive. Et c'est vrai que cette saison, on se rend compte qu'il y a des belles affiches, il y a des belles équipes en Serie A, que ce soit la Sassuolo, Atalanta, la Roma. Il y a des équipes qui proposent du beau football au détriment où on voit que dans d'autres championnats, c'est moins le cas. C'est moins le cas. Alors, une petite question, et vous aussi, devant votre écran, n'hésitez pas à nous indiquer quel sera votre favori pour ce Scudetto, Alison. À Milan, forcément. Le Milan AC. Ah oui, le Milan AC. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir. C'est le cœur qui parle. C'est ça. Et pour quelle raison, très rapidement? C'est le cœur qui parle. C'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Okay. Ça veut tout dire, hein, c'est le cœur qui parle. Fred? Moi, je vais rejoindre Alisson. Premièrement, j'aimerais que ce soit Milan AC parce que c'est le club en Serie A qui m'a fait rêver lorsque j'étais jeune. Mais je serais satisfait que n'importe quel autre club que la Juventus gagne la Serie A cette saison. Ah, carrément. Donc tout le monde anti-Juventus. Non, c'est pas anti-Juventus, mais. Voilà, j'en perds même mon stylo. Comme ça, c'est dit. C'est que Voilà, je suis contre l'hégémonie d'un club dans un championnat. Tout simplement. D'accord. Et Juan José? Surtout pas le Milan. Surtout pas le Milan. Okay, alors peut-être parce que je me rappelle de cette défaite en Champions League où le Milan a balayé le FC Barcelone avec un 4-0 en finale et Zubizarreta qui a été viré dans le vol de retour du côté de Barcelone. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est assez serré en tête de ce championnat. À la fin du mois de janvier, on aura peut-être les idées un peu plus claires, mais j'en doute quand même. Mais c'est vrai que c'est sur ces 4 équipes que ça va se jouer le championnat. Mais moi, personnellement, je pense que nos amis de la Juventus ont toujours de la ressource pour pouvoir aller chercher Milan et pouvoir effectivement disputer jusqu'à la fin ce championnat. Ah ben, moi j'étais persuadé que tu m'aurais dit la Roma. Pourquoi Parce que la Roma, ça joue bien. Hein. Non, mais j'ai du mal à la Roma. Il y a Mayoral qui revient. Il y a la culture de la gagne chez la Juventus. Et avoir été champion d'Italie ces 7 dernières années, ça compte. Ça compte. Et quand tu as un Cristiano Ronaldo, c'est pareil comme quand tu as un Zlatan. C'est quelqu'un qui est capable de motiver le vestiaire. Donc non, je pense que la Juventus, avec l'AC Milan, vont jouer la gagne. Mais moi, j'ai un petit penchant pour nos amis de la Juventus. Bah écoutez, on va voir effectivement le programme, tout simplement. À la fin du mois de janvier, on verra qui sera donc en tête de ce championnat. Et on se retrouvera donc le mois prochain pour pouvoir continuer cette magnifique conversation autour de cette table. Et je terminerai par cette petite citation. Sono al norte, sono al sud, sono al est, sono all'occidente, sono Zlatan Ibrahimovic. Le Brexit va-t-il casser la Première Ligue? Rappelons-le, il y a un an, le Brexit a été voté au Royaume-Uni. De ce fait, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Il a fallu un an afin d'adopter les dispositions du Brexit au pays et au Royaume-Uni. De ce fait, la FA, la Première Ligue, se sont réunis afin de réfléchir aux mesures nécessaires à prendre afin d'appliquer le Brexit à leur championnat. De ce fait, 2 changements majeurs sont à noter. Le premier est que les joueurs mineurs non britanniques ne pourront plus rejoindre un club du Royaume-Uni. Le deuxième changement à noter est que les joueurs non britanniques mineurs ou majeurs auront beaucoup plus de mal à rejoindre un club du Royaume-Uni. Un système de points va être établi, prenant en compte plusieurs critères afin de juger si un joueur a les qualités nécessaires pour obtenir un permis de travail. De ce fait, on peut imaginer que de nombreuses conséquences vont avoir lieu, que ce soit pour la Première Ligue ou pour les autres championnats majeurs, même mineurs. Alisson, selon toi, quelles seront les conséquences de ces mesures prises?
Bah déjà, ça va être une grosse débâcle au niveau du mercato. Parce qu'il y aura énormément de règles, tu l'as dit, au niveau des transferts, les lois, ça va retourner comme avant qu'il y ait les accords entre Sud-Américains, Européens, etc. Ça sera un gros boxon. Donc malheureusement, pour les clubs anglais, recruter, ça ne sera pas plutôt une mince affaire, malheureusement. Achille, toi, quel est Moi, ton point de je vue? suis pas forcément de cet avis. Je pense que c'est une bonne chose. Le championnat anglais a besoin, pour son équipe nationale, d'avoir de plus en plus de joueurs formés en Angleterre et qui arrivent à accéder à la Première Ligue, parce qu'il y a énormément de joueurs anglais qui n'atteignent jamais la Première Ligue du fait qu'il y a énormément d'expatriés. Et dans l'ensemble, ça correspond à une stratégie mise en place par la fédération anglaise. Donc, moi, je pense que certains championnats, et on en parlera très probablement tout à l'heure avec Alison, devraient prendre ce chemin-là, et à savoir restreindre pour pouvoir mettre en avant la formation et que ça puisse bénéficier automatiquement à l'équipe nationale juste derrière. Après, comme tu dis, ça peut bénéficier à l'équipe nationale, mais on peut le voir que Jadon Sancho, qui a progressé énormément à Dortmund, Oui. n'aurait peut-être pas forcément joué à Manchester City. Oui, mais il n'aurait peut-être pas joué, mais en l'occurrence, à l'heure actuelle, avec les nouvelles règles mises en place, il y aurait eu beaucoup plus de place pour les joueurs anglais, donc il aurait eu plus de chances de pouvoir jouer. D'autant plus que de ce que j'ai pu constater en plus de ça, c'est que les clubs anglais vont être restreints, si je ne dis pas de bêtises, à 3 joueurs au maximum étrangers, extra-communautaires entre guillemets, avec une forte valeur marchande. C'est-à-dire que plus le prix du transfert sera gros, plus il aura de chance effectivement d'obtenir un permis de travail. Donc j'ai envie de dire, ils auront quand même la possibilité de pouvoir recruter quelques joueurs ou tenter de recruter quelques talents à l'étranger. Point creusé. Il va y avoir des conséquences graves. Des conséquences d'abord sportives, parce que le championnat anglais est l'un des championnats ou les championnats qui consomment le plus des joueurs étrangers. Quand on compare avec les autres championnats, ils sont plus ou moins dans la moyenne, mais dans la moyenne supérieure par rapport au nombre de joueurs par club, hein, des joueurs étrangers. Et puis, donc, il va y avoir des conséquences sportives parce que ces joueurs, et aussi parmi ces joueurs, les gros joueurs, vont peut-être aller ailleurs. Et pas au championnat anglais. Et puis des problèmes économiques, parce que l'intérêt du championnat anglais, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont être capables de continuer à vendre les droits de télé dans les autres pays s'ils n'ont pas des joueurs et des clubs des très hauts niveaux, comme c'est le cas aujourd'hui? J'ai des doutes. Je pense que la valeur à l'international du championnat anglais va descendre. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans les 5 ans à venir, on ne sera pas du tout au même niveau des droits télévisuels. Et puis, une dernière chose, vous parlez de l'équipe nationale, mais c'est en oubliant qu'en 2018, on a vu une très belle équipe d'Angleterre lors du mondial. Et c'était déjà avec beaucoup de joueurs étrangers dans la première ligue. Donc, l'histoire est que quand on regarde en arrière et on voit ce qui s'est passé dans les années 80, après que les clubs anglais ont été expulsés des compétitions européennes après ASL, quand ils sont revenus, ils ont eu du mal à retrouver un niveau européen. Et je pense que dans quelques années, on va se rendre compte qu'effectivement, les conséquences vont être graves économiquement, mais surtout sportivement. C'est vrai qu'il ne va pas y avoir des joueurs entre guillemets médiocres qui vont faire leur chou gras en allant du côté de l'Angleterre, mais la réalité, c'est qu'à la fin, c'est la compétition qui va souffrir, et n'oublions pas que la compétition anglaise, c'est d'abord ses supporters, et ces supporters vont, je pense, mal aimer le fait que le niveau descende, parce que je pense qu'il va descendre. Juan José, tu as raison de préciser qu'en Angleterre, les grandes stars ne sont pas forcément britanniques. Comme on peut le voir, je vais vous montrer un tableau résumant le quota de joueurs étrangers dans les autres championnats. On peut voir la Première Ligue est le championnat qui compte en majorité le plus de joueurs étrangers, suivi derrière par d'autres championnats. Vous, Alison, tu penses que le fait qu'il y aurait moins de joueurs étrangers en Première Ligue peut avoir des conséquences sur la qualité du championnat? Bien sûr.
l'attractivité première de la Première Ligue, c'est certes les joueurs anglais, mais aussi les joueurs qui viennent d'ailleurs. Et principalement, quand on vient d'ailleurs, notre rêve, entre guillemets, c'est de jouer en Première Ligue. Donc forcément, les gros joueurs voudront signer dans d'autres championnats, peut-être dans le championnat allemand, peut-être dans le championnat espagnol, ainsi de suite. Et là où je suis pas d'accord avec Achille, c'est que je comprends ton idée de fortifier et d'élever cette équipe d'Angleterre. Mais ça, je pense que ça serait plus une question qui s'appliquerait au club. C'est-à-dire qu'il faut que les clubs bénéficient ou du moins aient une politique de... dans un premier temps, prioriser les joueurs anglais afin d'élever leur club, certes, mais de faire une grande équipe nationale. Donc, le fait que, pour moi, je vois pas de positif dans cette situation et effectivement, la qualité dans quelques années, alors peut-être pas à court terme, mais en tout cas dans 5, 6, 7 ans, la qualité en Première Ligue baissera. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que là, on en parle comme si vraiment c'était la fin du monde. Voilà, tout va s'écrouler. La Première Ligue, ce sera plus que c'est. Non, absolument pas. N'oublions pas que les joueurs qui jouent actuellement, les joueurs étrangers qui jouent actuellement en Première Ligue bénéficient d'un permis de travail. Et donc, ils pourront continuer toujours à jouer en Première Ligue. Et les coachs aussi. Ce qui veut dire que, certes, effectivement, ça peut générer peut-être des freins pour les futurs joueurs, mais l'intégralité, effectivement, des joueurs actuels et on dit que c'est le meilleur championnat du monde, mais tous les joueurs sont déjà en Première Ligue. Donc, est-ce que ça va réellement poser un souci? Moi, je suis pas sûr. Pour l'avenir. Moi, je pense que peut-être pas maintenant, mais à l'avenir, si. Sur les 2-3 années à venir, il n'y a pas de souci. C'est ça. On est d'accord. Mais c'est pas sur les 2-3 années à venir. C'est pour ça que je mettais en exergue le fait de ce qui s'est passé après l'exclusion des équipes anglaises, des compétitions européennes. Je termine. Ouais. Mais après, l'histoire, c'est que c'est bien pour l'équipe nationale, entre guillemets, qu'on interdise le recrutement des joueurs de moins de 18 ans. Ça, c'est bien. Ça, c'est la première chose, ça c'est bien. Qu'on limite le recrutement des joueurs entre 18 et 21 à 6 par saison, ça c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est là le vivier de l'équipe anglaise et de n'importe quelle sélection par la suite. C'est là le vivier. Effectivement, après le système à points qui va permettre uniquement d'arriver des grands joueurs, parce que N'Golo Kanté ne serait jamais allé du côté de l'Angleterre avec ce système. Pogba ne serait jamais allé du côté de l'Angleterre avec ce système. Donc, effectivement, peut-être qu'ils auraient eu la même carrière en France, en Espagne, en Italie, mais c'est certain que ça n'aura pas été le cas du côté de l'Angleterre. Donc, il va y avoir des conséquences sportives, mais surtout, il va y avoir des conséquences économiques. Il va y avoir beaucoup moins d'argent et donc beaucoup moins de joueurs. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Achille. C'est vrai qu'un système de points par rapport à l'obtention d'un permis de travail existait déjà en Première Ligue pour les joueurs seulement extra-communautaires, donc les joueurs issus d'autres pays hors Union européenne. Ouais, et pourtant, on n'a pas eu l'impression que les joueurs, que ce soit brésiliens, argentins, ont été... parce que la plupart ont la double nationalité, sont passés par la France, sont passés par l'Italie, sont passés par l'Espagne et ont la double nationalité. Un Kun Agüero va du côté de l'Angleterre parce qu'il a la nationalité espagnole aussi. Parce qu'il a joué en Espagne, il a récupéré la nationalité espagnole. C'est pour ça. On entend bien prendre procès, mais en Première Ligue... contrairement à mon championnat que j'aime tant, la Serie A, la moyenne d'âge des joueurs, elle n'est pas si élevée que ça. Ce qui veut dire que l'avenir de la Première Ligue, à 5 ans à 6 ans, l'intégralité quasiment des joueurs étrangers présents en Première Ligue, ils sont parfaitement dans la fleur de l'âge. Et on aura la possibilité donc de les retrouver, encore une fois. Donc moi, je ne suis pas si pessimiste que ça. Et je pense que, bien au contraire, ça va bénéficier à l'image de cette Première Ligue et de la fédération anglaise. Et qu'on aura, et indépendamment même de cela, ça va très probablement donner beaucoup de plaisir aux autres championnats qui vont, eux, avoir beaucoup plus de facilité à conserver leurs meilleurs joueurs. En parlant d'autres championnats, c'est vrai que les Anglais vont peut-être pas forcément en Première Ligue ressentir forcément les conséquences du Brexit. C'est vrai qu'on sait que le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est un pays chauvin. On n'a pas eu l'habitude de voir beaucoup de joueurs anglais exceller forcément à l'étranger. Bon, je pense à Michael Owen, mais on n'a pas eu forcément, ou Beckham, on n'a pas eu forcément énormément. Steve McManaman, Owen Hargreaves. Bon, il n'y en a pas des masses non plus, mais voilà. Mais c'est vrai que peut-être les conséquences, elles vont s'appliquer pas forcément aux clubs de Première Ligue ou des autres championnats, mais peut-être aux autres pays. On peut le voir, je vais vous montrer un tableau résumant à peu près le sol monétaire des grands championnats. On peut voir que la Ligue 1
est le premier partenaire de la Première Ligue avec plus de 1 milliard 200 millions d'euros de chiffre de transfert entre 2010 et 2019. Oui, mais alors, si je peux juste me permettre, c'est une bonne chose. Enfin, oui, effectivement, d'un point de vue économique, c'est pas forcément une bonne chose pour les clubs français en l'occurrence. Néanmoins, ça va réapprendre à rééduquer les clubs de telle sorte à ce que ils puissent avoir des équipes et des effectifs peut-être plus forts, chercher à recruter peut-être en interne, essayer peut-être aussi de récupérer des joueurs de première ligue, c'est une possibilité. Et de ce côté-là, avoir des équipes beaucoup plus compétitives sur la scène européenne. Et ça, c'est non négligeable. Là où je suis d'accord avec toi, Achille, et tu m'as à demi convaincu, je dirais, c'est que, par exemple, on va prendre l'école française. Ça apprendra effectivement en France que la France n'est pas qu'un sorte de formation. C'est-à-dire, on ne forme pas nos joueurs pour qu'ils partent en première ligue uniquement. Ça apprendra à nos clubs à former nos joueurs, à garder nos joueurs et à faire en sorte qu'ils grandissent en France. Et là, peut-être que ça va évaluer nos championnats et ça va donner plus d'estime à notre championnat français, au championnat espagnol ou à la Serie A aussi. Oui, peut-être au championnat français, mais la Serie A et le championnat espagnol ou la Bundesliga, je ne suis pas... on pioche beaucoup en Angleterre, on pioche beaucoup en France. Ça montre à quel point ces mesures vont avoir de l'impact, pas uniquement que sur les champions anglais, mais aussi sur les autres champions, notamment le français. Quand tu as les clubs français qui vont arrêter de toucher 1,2 milliard dans le solde, ils n'ont même pas commencé à les toucher. Hein. Non. Imagine les transferts. Parce que ça, tu as montré des chiffres, c'est le solde net. Donc, on bénéficie des clubs français. Sur 10 ans. Sur 10 ans, d'accord. Mais t'imagines quand tu as arrêté de toucher les 800 millions que va payer Mediapro, qu'aurait dû payer Mediapro, quand tu joues avec les stades fermés où il n'y a plus de recettes, la principale rentrée d'argent des transferts qui touchent les clubs français va s'étarir très vite. Et puis on voit que l'impact sera moindre dans les autres championnats parce que quand on regardait les chiffres, on voyait que la Serie A est quand même à 729, 730 millions et l'Espagne à 658. Donc on est beaucoup plus loin. Donc la France va être impactée et je ne suis pas sûr, que ça soit une bonne chose parce que s'il y a des clubs qui vont souffrir, qui vont pas pouvoir disparaître à cause de la situation actuelle, difficilement ils vont pouvoir promouvoir des gens de talent français dans les équipes françaises qui vont essayer de partir, mais pas en Angleterre, mais dans les autres championnats qui seraient prêts à payer. C'est vrai, Juan José, tu as raison de préciser que là, le football français est en grand danger, que ce soit avec le Covid qui est unanime à tous les autres pays, mais que ce soit avec le fiasco Mediapro et les droits TV où on voit que personne ne veut forcément reprendre les droits TV. Lorsqu'on voit que la Ligue 1 est, comme je vous l'ai dit, le partenaire numéro 1 de la Première Ligue et que je vais vous montrer un tableau bilan club qui montre que parmi les 20 clubs ayant le plus émis de transferts envers la Première Ligue, on peut revoir que dans ce bilan, on retrouve 8 clubs français sur 20 parmi les clubs qui ont le plus vendu en Première Ligue. Alors on peut voir LOSC qui est le numéro 1 de ce classement, Monaco qui est le numéro 2 ou encore l'OL qui est le numéro 4. Donc Juan José, dans les faits, tu as raison de préciser que la France va perdre beaucoup avec ces mesures de Brexit. Oui, où sont passés les 80 millions de Lille? Où seraient passés les 80 millions de Lille? Il faut demander ça à 30 millions. Non, mais il faut demander à Gérard Lopez, tout simplement. Il faut lui demander, tout simplement. Il est très bon là. Juan José, t'inquiète pas, avec grand plaisir. Néanmoins, à la lecture de ton du bilan net, mais les clubs qui sont affichés, c'est des clubs qui ont une excellente formation. De ce point de vue, ok, effectivement, les scouts anglais ont ce chic de pouvoir aller dénicher les petits talents et autres. Néanmoins, qu'est-ce que ça... Moi, j'en ai une autre lecture. Ça veut dire que concrètement, tous ces clubs-là qui ont été affichés, du moins ces clubs français et même les clubs étrangers, qu'ils soient italiens, allemands ou espagnols, parce que beaucoup de clubs anglais commencent à recruter très très vite en Espagne. Et on peut le voir avec Ferran Torres, pour ne citer que lui, là immédiatement. Et je pense que ça va permettre une certaine éducation financière et avoir une autre vision d'un point de vue formation pour les autres. Mais ça a à voir avec le fait qu'il y a des entraîneurs espagnols qui sont allés en Angleterre. Quand Arsène Wenger est allé en Angleterre, il a commencé à ramener des joueurs français. Quand Benitez est allé là-bas, quand Guardiola est allé là-bas, ça a à voir aussi beaucoup
surtout avec les entraîneurs étrangers qui sont là-bas. Oui, mais pourtant, il y a une mode avec Jürgen Klopp. Voilà, on peut parler de Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann et autres. Mais néanmoins, on ne voit pas tant que ça de joueurs allemands s'exporter en première ligue. Donc, peut-être qu'il y a eu cet effet-là les années précédentes, mais à l'avenir, ça m'étonnerait fortement qu'il y ait ce type de pratique qui continue. À l'avenir, on verra si la Ligue 1 et les autres championnats ont été impactés par ces mesures du Brexit. En parlant de la Ligue 1, on va maintenant parler de Pochettino et du PSG. À tout de suite. De retour dans Critique Foot et on va s'attarder sur notre très cher Ligue 1 Uber Eats. On va parler de forcément le club de la capitale qui attire toutes les attentions ces dernières semaines. Et Mauricio Pochettino peut-il remettre sur le bon rail ce PSG poussif? Alors Achille, on voit que le PSG a un peu de mal en Ligue 1 ces derniers temps. Est-ce que selon toi, Mauricio Pochettino est l'homme qui peut déjà galvaniser un vestiaire et appeler derrière lui les joueurs du Paris Saint-Germain? Alors, moi, je pense pas que le Paris Saint-Germain ait du mal. Je pense que beaucoup oublient. La plupart des gens ont une mémoire sélective. Voilà, tout simplement, ils retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Voilà, c'est le PSG, il y a de l'argent, ils doivent gagner. Oh, on en oublie que le Paris Saint-Germain n'a pas fait de préparation. Le Paris Saint-Germain a changé d'entraîneur, et ce qui fait que il n'a pas forcément eu le temps de pouvoir inculquer ses idées, un peu comme d'ailleurs tous les autres championnats. Néanmoins, avec le Paris Saint-Germain, où voilà, toutes les lumières sont affichées, je pense que le choix de Mauricio Pochettino, c'est un choix extrêmement intelligent, qui a pris du temps à se faire, et ça montre une certaine cohérence en ce qui concerne la direction. Donc, à mon avis, il a ce qu'il faut, il va apporter ce qu'il faut aux joueurs et à cet effectif-là pour pouvoir très probablement leur faire passer un palier et qui sait peut-être enfin remporter cette Ligue des Champions. Je suis étonné parce que c'est le supporter qui parle. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi je disais possible? Parce que à quelque chose près, l'année dernière, durant la saison dernière, le Paris Saint-Germain comptait déjà 45 points à la 18e journée. Et donc poussif, parce que là, on voit que le Paris Saint-Germain n'est pas premier quand même de la Ligue 1 et compte à 19 journées que, entre guillemets, 39 points. Donc quand même, c'est pas un Paris Saint-Germain flamboyant comme on en a l'habitude, Fred. Non, mais comme il a dit Achille, poussif, c'est pas que le Paris Saint-Germain qui est poussif. On peut voir dans tous les championnats, tous les gros habituels ne sont plus premiers, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, comme on l'a dit. Pochettino, moi, ce que j'attends de lui principalement, là, sur ces 6 mois, c'est pas forcément qu'il aille chercher la Champions League. Qui gagne ou qui passe contre Barcelone, je lui en tiendrai pas forcément rigueur. Pour moi, je vais voir sur le moyen terme, et le moyen terme, j'attends que nos joueurs travaillent. Et j'ai l'impression, là, il y a eu 3 matchs au Pochettino. Franchement, moi, face à Marseille, j'ai vu des choses que j'avais moins l'habitude de voir chez Tuchel. C'était bien plus, les joueurs étaient joués de manière bien plus éduquée. On voyait des jeux de remise, de fixation. Il y a des choses bien plus intéressantes, des scènes collectives bien plus intéressantes en seulement 3 matchs. Pour moi, Pochettino, c'est pas forcément une solution de transition. Pour moi, il va s'inscrire vraiment une nouvelle page dans le projet. Et moi, franchement, j'en suis ravi. Je suis un peu là, je suis pas du tout d'accord avec vous, désolé. Bon, la première des choses, là je tombe des nues quand j'entends Achille dire ouais, c'est un bon choix. Oui, seul choix, c'est l'un des. Il n'y avait pas vraiment de choix. Il n'y avait pas vraiment des choix. Quand tu vois quand même Laurent déjà, Blanc, il est arrêté depuis 2019, qu'il n'entrait plus quand il a été viré des Tottenham. Oui. Il attendait parce qu'il voulait partir du côté des Madrid et ça s'est pas fait, ou du côté de Barcelone, ça s'est pas fait. Donc voilà, donc il est là, on va le prendre, pourquoi pas. Il a joué à Paris, c'est peut-être un bon choix. J'aurais pu vous dire si on avait eu cette émission hier avant le match face à Marseille, qu'il n'avait aucun titre. Il a un titre, c'est au bout des 3 matchs, il a un titre. Alors Klopp, si tu veux, mais c'est pas un entraîneur qui a gagné des titres, et il est vierge de ce côté-ci. Et puis c'est un entraîneur, et là ça m'interpelle beaucoup, qui arrive à Paris et qui ne signe pas pour 2 ans comme tout le monde, non, mais pour
un an et demi, une saison et demie. C'est 18 Alors, mois. c'est quoi? C'est C'est 18 quoi? mois C'est plus qu'il ne une croit année pas en dans le option. projet, Je c'est te qu'il a redonne la parole, tête ailleurs. Achille. Je ne sais pas Juan si José, vraiment tu il est... parlais de la carrière d'entraîneur de Mauricio Pochettino. On le voit à l'écran. Donc, ça a donné un passage en Espagne, 161 matchs durant la saison 2008 jusqu'à 2013. À Southampton, en Angleterre, 60 matchs. À Tottenham, où il a fait un très bon parcours, 293 matchs. Et au PSG, c'est son 3e match, 4e pour le coup, avec un titre déjà. Il a Donc, je te passé redonne plus la de temps parole. dans le monde des touches en tant qu'entraîneur que Ouais. sur les terrains en tant que joueur. En J'ai tant vu que regarder, joueur, ça, parce c'est que je crois factuel. qu'il a fait 413 matchs en tant Mm. que joueur, donc pratiquement plus d'une centaine de matchs au mois. Mais Mais- je me pose toujours cette question, comment se fait-il qu'il n'ait signé que pour une saison et demie, juste pour Alors, attention. attendre Non, mais- un autre club pour partir? Non, attention, il a un contrat avec une année en option, c'est-à-dire qu'il a 18 mois plus une année Emery en option. aussi, Tuchel qui aussi. va- Et on Non, voit ils où sont, avaient hein. directement deux années d'office. C'est Mais ça. après, c'est une question de droit. Ouais. Parce qu'en France, Tu peux le pas. premier contrat, c'est 2 ans, si je ne dis 2 pas de ans bêtises. maximum, c'est Bah, ça. Domenech, il a De- signé pour 6 de- mois. 2 ans. Bon, maximum. Après, il y a toujours moyen C'est ça. de s'arranger. Donc, mais quand tu disais Alisson, le PSG a 39 points. Oui, c'est vrai, le PSG ne caracole pas en tête de cette Ligue 1 ubérite. Néanmoins, la dernière fois que le Paris Saint-Germain a eu 39 points, c'était lors du titre de l'AS Monaco. Et à la seule différence, c'est que cette équipe-là, elle était en forme. Là, à l'heure actuelle, on tire beaucoup trop vite les ficelles. Oui, le Paris Saint-Germain, on ne sait pas trop, Pochettino, il gagne pas de titre. Mais en fait, on l'a pas recruté. Bien entendu, il va gagner des titres parce que le Paris Saint-Germain a un effectif qui va lui permettre de remporter des titres sur la scène nationale. Mais néanmoins, le fait de faire venir Mauricio Pochettino, c'est ramener un peu l'ADN Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier, c'est quand même un ancien capitaine du club. C'est quelqu'un qui a marqué, alors peut-être pas sur la longévité comme aurait pu le faire un certain Paoletta, néanmoins il a imprégné le passage d'un certain Luis Fernandez, qui est figure emblématique de ce club, et je pense que, et on a pu le constater comme tu le disais si bien Fred, lors de ces 3 matchs, que le Paris Saint-Germain est en train de monter en puissance, et il y a de plus en plus de consistance, comme tu le disais si bien, et on peut le voir un petit peu à travers les séances d'entraînement, où il y a de la répétition avec des 15-15, des 15-30, pour savoir ce que c'est, hein, c'est du physique. Ouais, 15 Écoute, 15 secondes, 15 c'est secondes. Voilà, c'est ça. 30 Donc, secondes, 30 secondes. c'est du physique pur, et on sent qu'il y a une équipe qui est plus organisée, qui retrouve un petit peu la joie de vivre, et il y a des joueurs surtout libérés. Avant de parler du jeu et de rentrer un peu plus dans les détails, parce que je vois que tu y es avec ton 15-15, 15-30, Achille. Fred, Achille parlait de l'ADN parisien. Est-ce que Pochettino est finalement l'homme pour garder des joueurs comme Kylian Mbappé qui semble un peu en dedans et peut-être même d'avoir des envies d'ailleurs, ou un Neymar qui toutes les 2-3 semaines, on ne sait pas s'il restera, partira pas. Est-ce que c'est l'homme finalement pour retenir ce genre de joueur? Alors, c'est une question intéressante. Après, voilà, moi, Merci. très objectivement, moi, je pense pas que Mbappé il se dise ah, Pochettino, il est arrivé. Moi, maintenant, je vais rester. Je vais pas aller au Real Madrid alors qu'il y a un accord à 150 millions. Je vais plutôt prolonger. Non. Moi, pour moi, que tu mettes Pochettino, que tu mettes T'as Jürgen parlé d'un Klopp- accord à 150 millions? J'ai parlé d'un accord à 150 millions, ouais. T'as des informations qui me semblent être un peu... Bah, tu vas voir que. un peu 150 millions, c'est insulter quand même le Paris Saint-Germain, quand même. Mais Achille, il lui reste, C'est pas beaucoup, il lui reste 1 an et demi de Un an et contrat. demi de Donc, contrat, soit il ouais. prolonge pas et il part gratuit, ou soit il trouve un arrangement. Moi, j'ai entendu dire, mais bon, là, c'est pas forcément le débat, c'est pas la question à laquelle tu m'as posé, que Wilfried Mbappé voulait quand même que le PSG. Que Mbappé parte en échange d'une somme d'argent. Parce que moi, Mbappé, ça m'étonnerait qu'il prolonge pour partir derrière. C'est soit il part cet été, ou soit on verra après. Je suis pas devin et je suis pas dans les Ouais. coulisses du feuilleton, je vous l'avoue, je suis pas dans C'est les pas coulisses. Pochettino qui va le faire rester. Mais c'est pas clair. Pochettino qui va le faire rester. Après, ta question, c'est de savoir, tu me parlais d'ADN. Moi, pour moi, Pochettino, il représente parfaitement l'ADN du Paris Saint-Germain lorsque tu as été capitaine d'un club, que depuis qu'on parlait du fait qu'il a fait plus de matchs en tant que coach qu'en tant que joueur. Il faut noter que Pochettino, avant le projet QSI, lorsqu'il était encore coach à l'Espagnol, avait dit j'aimerais pouvoir coacher au Paris Saint-Germain. C'est ça. Après Southampton, lorsqu'il était coach, il avait dit j'aimerais pouvoir entraîner au Paris Saint-Germain. Donc, Juan José, moi, je suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis qu'il pense à l'avenir. Non.
C'était écrit. Pour moi, c'était écrit, c'était le destin que Pochettino devait venir au Paris Et puis Saint-Germain. on en parlait quand même depuis un bon On moment, en même parlait quand depuis un Tuchel moment. était encore en place, on entendait siffler dans les travées Ouais, du c'est Parc ça. des Princes le nom de Pochettino quand Et même. pour finir, pour parler de trophée, pour moi, c'est pas forcément un argument viable qu'il ait jamais gagné de trophée. Mais il en a Euh, gagné un. Oui, Oui, qu'il en a voilà, gagné, mais il qu'il en n'a a jamais gagné gagné un. auparavant. Merci le penalty. Jürgen Klopp, il me semble, Achille et Alisson et Ronaldo, vous me direz si je me trompe, mais moi, il me semble que Jürgen Klopp n'avait pas gagné forcément le trophée, peut-être une Coupe d'Allemagne. Il a gagné un championnat avec Un championnat, oui. avec Dortmund. Avec ça. Dortmund. Oui, mais sur la scène européenne, bon, il avait fait une finale, au même Oui. titre que Il a Pochettino. fait 2 finales, je crois. Même avant d'arriver à Liverpool, je crois. On est Il a deux fait finales, finales. mais je veux dire, l'argument du palmarès, je prends moins en compte. C'est vrai avant qu'il arrive à Tottenham, Tottenham n'était pas forcément un cadre d'or de la première ligue. Il s'inscrit dans un projet avec Tottenham. Pour moi, c'est une bonne chose. Après, voilà, c'est pas lui non plus qui est directeur sportif. Il y a Leonardo, il y a Nasser. C'est eux qui s'occupent des prolongations, des arrivées. Lui, il peut faire venir des joueurs qu'il connaît, il peut faire jouer son réseau, mais c'est pas lui qui a la casquette de directeur sportif comme en Angleterre, c'est beaucoup le cas. Malheureusement. Et Achille, d'un point de vue jeu, toi qui as déjà anticipé, on voit quand même un petit peu. On se posait la question, est-ce que Mauricio Pochettino apporterait sa patte? Mais sa patte, on commence un peu à l'apercevoir, notamment avec le changement majeur, le placement de Verratti en numéro 10. Alors, il faut pas se fier. Je pense qu'il faut pas aller trop vite en besogne. Je pense que là, il est vraiment dans une politique de remise à niveau d'un point de vue physique de l'ensemble et de l'intégralité de l'effectif. Donc Ça prendra du temps. voilà, ça prendra du temps. Néanmoins, le positionnement de Verratti ne sera peut-être à l'heure actuelle qui est, on l'appelle comme ça, un numéro 10, mais pour moi, c'est pas vraiment un numéro 10. Je ne pense pas que sur le long terme, on va retrouver un Marco Verratti en cette position-là de numéro 10. Bien au contraire. Dans la question en termes de jeu, on peut voir qu'il y a un pressing un peu plus haut. Et qui est automatiquement lié à la forme physique. Donc au 15-15 dont je faisais référence un peu plus tôt. Forcément. Ouais, c'est ça. Et il ne faudra pas s'attendre à une révolution de type Guardiola, où c'est du tiki-taka, c'est de la tactique, c'est le latéral droit qui se retrouve en attaque, le défenseur en défense centrale. Non, ça va pas être ça avec Pochettino. Pourquoi pas? Je ne pense pas. Je pense qu'il va revenir aux fondamentaux, aux basiques. À la discipline. Ouais. Et la discipline, et d'ailleurs c'est un joueur qui s'est fait connaître par cette discipline sous Luis Fernandez. Lors de la gestion, on en discutait. On a pu le voir dans différentes interviews où Luis Fernandez n'hésitait pas à indiquer que ses hommes de vestiaire, ses hommes de main, c'était Mauricio Pochettino et puis Gabriel Heinze. Oui. Donc il a quand même une certaine expérience qui va faire que, je pense, il va revenir aux fondamentaux, faire jouer les joueurs à leur poste, et très probablement les faire passer un palier mental. Parce qu'au Paris Saint-Germain, concrètement, vous voulez apprendre quoi? À qui? Ils savent tous jouer au foot, tous. Presque. Bon, presque. Mais en Presque. grande majorité quand même. En grande majorité. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un entraîneur formateur qui va nous emmener du jeu. Là, c'est vraiment du mental, de l'affect. Du travail. Et du travail, c'est surtout de la répétition. La Le geste, répétition des séquence, gestes. Juan José, je te voyais un peu t'insurger quand Achille parlait de révolution footballistique. Est-ce que tu y crois, toi, finalement? Je crois qu'il est capable de tenir plus ou moins un vestiaire, mais le vestiaire du PSG, c'est compliqué. Quand tu as Neymar, quand tu as Mbappé, quand tu as un Di Maria, ou un Verratti, c'est des joueurs compliqués à gérer. Des joueurs qui sont là depuis longtemps, des joueurs qui ont une certaine stature internationale et qui, effectivement, ne vont peut-être écouter un joueur ou un entraîneur comme Zidane, mais je ne suis pas sûr qu'ils écoutent de près un joueur comme Pochettino. Et tu parlais de son système de jeu, revenir aux fondamentaux. Alors, revenir à ses fondamentaux, lui, quand on voit Tottenham, c'était à un moment donné des pressings hauts, aller chercher l'adversaire. Alors, je vois très mal à Mbappé en faisant ça, à Neymar en faisant ça, à Di Maria en faisant ça. Donc, le problème, c'est que le système avec lequel il a eu du succès du côté des Tottenham, avant de se faire virer, c'est difficilement applicable à Paris. Par contre, je pense qu'effectivement, il peut être quelqu'un qui est dans le vestiaire, arrive à gérer des joueurs
la plupart des joueurs, mais un Neymar, un Mbappé, sincèrement, je pense que c'est compliqué. On verra à la fin de saison, ceux qui restent et ceux qui s'en vont. Pourquoi dire tout de suite l'ingérence de ce vestiaire? Parce qu'il y a Neymar, parce qu'il y a Mbappé. Mais les Galactiques, c'était quoi dans ce cas de figure? Ce qui a été principalement reproché à Thomas Tuchel. On disait que quand même Thomas Tuchel, le costume était trop grand pour lui. Donc aujourd'hui, principalement, ce qu'on attend aussi, entre autres choses, du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est de quand même canaliser et fédérer ce troupe. Tu n'es pas d'accord? Plus ou moins. Néanmoins, la question que je vais poser à Juan José, il y a quand même eu, on a eu les Galactiques. Ils ont gagné quoi, les Galactiques? Justement. Est-ce que c'était à cause du vestiaire? C'était le coach, c'était Del Bosque, c'est ça? Non. Oui, mais est-ce qu'on a remis en cause l'équipe avec Zidane? Est-ce qu'on a remis en cause le vestiaire? C'est une équipe en autogestion. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, donc moi de ce côté-là, je peux pas concevoir qu'on puisse dire de Mauricio Pochettino, est-ce qu'il va réussir à gérer des égos? Non, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Le Paris Saint-Germain est un club, il fait partie des 8 meilleurs clubs européens, et c'est un fait, que ça n'en déplaise à plusieurs de personnes. Plusieurs personnes. Gérer le vestiaire est essentiel à Néanmoins, mais justement, il y a une structure. Vous avez un directeur sportif, vous avez un président, et vous avez un coach qui est ancien capitaine du club. Donc partant de là, il y aura forcément, s'il doit avoir des sanctions, il y aura des sanctions. Personne n'en parle, ça. Mais vous avez oublié, l'année dernière, lors du match Marseille-PSG, enfin pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, Marseille-PSG, où Kylian Mbappé, avec tout le statut qu'il a, et Adrien Rabiot, tout le statut aussi qu'il a, en tant que vraiment Titi parisien, ils ont été mis sur le banc. Par qui? Par Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, est-ce qu'il a plus d'envergure qu'un certain Mauricio Pochettino? Non, et d'autant plus, tu dois aussi également le savoir, Juan José, pour être un observateur assidu du championnat espagnol, Mauricio Pochettino, c'est pas un enfant de cœur. C'est-à-dire que si tu marches avec lui, tout se passe bien, tu marches pas droit, tu vas sur le côté, peu importe le statut que tu as. C'est vrai que quand je parle de gérer, c'est tout simplement parce que quand on voit l'importance du vestiaire dans le départ des Emery et dans le départ des Tuchel, forcément, c'est compliqué de gérer ce vestiaire. Alors ce vestiaire, parfois, ça se résume à Mbappé, effectivement, ça se résume à Neymar et à 2 ou 3 joueurs encore. Parce que la plupart restent sages, écoutent, jouent ou jouent pas, mais la réalité, elle est là. C'est que ce vestiaire, ou un certain nombre de joueurs, ont beaucoup à voir dans le départ des 2 derniers entraîneurs du PSG. Mais Achille, c'est la réalité. Tu le dis quand même à demi-mot. Tu dis que Mauricio Pochettino, c'est un caractère. Donc forcément, si tu marches avec lui, t'es en bonne entente avec lui. Donc c'est pas un tireur non plus, comme Thomas Tuchel. Non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais je veux dire que quand même, en 2-3 mots, Fred, ça y fait quand même. Il faut, comme dit Juan José, c'est important de gérer ce vestiaire parisien pour arriver à de bonnes choses. Moi, c'est simple. Je vais révéler un fait, tout simplement. Le match contre Marseille qu'on a tous vu hier soir, on a vu que lorsque Neymar a inscrit son penalty, il est parti voir Pochettino et il lui a fait un geste amical, un geste qui a été rendu public. Oui. Je suis désolé, moi, j'ai pas vu beaucoup de coachs. Lorsqu'il venait d'arriver, le joueur majeur est venu célébrer le but auprès du coach. C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui m'a beaucoup fait plaisir. Pochettino, d'accord, il n'a pas eu forcément une grande carrière de joueur, entre guillemets, mais c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas un soumis. À Tottenham, il avait des grands joueurs sous sa disposition, il sort pas de nulle part non plus. Que ce soit des joueurs comme Harry Kane, que ce soit des joueurs comme Heung-min Son, que ce soit des joueurs qui ont envié à Neymar et à Mbappé, mais qui sont pas non plus à des classes forcément très loin, ont respecté Pochettino. Moi, il a un avantage, de toute façon, Pochettino par rapport à Tuchel, peut-être, c'est qu'il connaît la plupart des joueurs, c'est que la plupart des joueurs parlent espagnol, donc pour lui, c'est beaucoup plus simple de parler avec eux. Tu parles de Neymar, tous les 2 ont été du côté de la Catalogne, pas au même moment, mais tous les 2 connaissent bien la Catalogne, ont des amis en commun, donc forcément, il connaît bien Ángel Di María, il s'entend bien avec Navas, Icardi, je veux dire, après il a un avantage, c'est ça, c'est que c'est un ancien joueur de Paris, un ancien joueur de toute façon qui a joué dans plusieurs championnats, et donc c'est un avantage. Mais de toute façon, ça reste compliqué de gérer ce vestiaire et les zéros de ce vestiaire. Ouais. Pour moi, concrètement, les plus belles années du Paris Saint-Germain, hormis l'époque Canal+, il ne faut pas l'oublier, c'est avec Luis Fernandez, et qui était au pouvoir, c'était au pouvoir entre guillemets, c'était les Argentins, il faut le dire, voilà.
concrètement, faut pas avec Juan Pablo Sorin, avec Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, bon, il y en a d'autres, Hugo Cardetti, il y en avait pas mal. Et là, Ronaldinho aussi. Voilà. Des joueurs qui se connaissaient tous Voilà, l'époque de Barcelone. C'est ça. Mais Ou à l'Espagnol ou au FC Barcelone. Donc, moi, je pense que on va retrouver effectivement ces talents, cette sorte de famille, parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que voilà, c'est un petit peu la fête, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Non, c'est Mais très loin de familial. là, loin de là. Ils sont. Est-ce qu'on va retrouver du jeu aussi? Bon, Moi, je je pense sais, qu'on va c'est vraiment ça retrouver du jeu. aussi. Et en question, en termes d'autorité, souvenez-vous, Laurent Blanc, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on se posait des questions. Oui. Comment il va faire pour pouvoir gérer le cas Ibrahimovic, le cas Cavani, le cas Lucas, Cavani, Lavezzi. Il avait un vestiaire encore plus Explosif. plus ouais. explosif. Après oui. l'affaire Dorier, comment Après il l'affaire allait s'en Dorier, sortir avec au Jérémy niveau du Ménez, vestiaire. Bon, il a pas C'était super bien beaucoup géré, plus- mais et bon, c'est une au autre final, histoire. il s'en est super bien sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait une crédibilité en tant que joueur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a peut-être fait défaut à Thomas Tuchel? Peut-être le fait de ne pas avoir de crédibilité en tant que joueur. T'es dur, Achille. Eh ben, dur, Achille. Mauricio Pochettino, sélectionné en équipe d'Argentine. Et devant lui, il y avait qui? Ah, Roberto Et Klopp, il a Ayala. joué où T'es dur, Achille. Et Klopp, il a joué Donc, où En on deux- parle du en- Paris Saint-Germain. En deux mots, Fred, on parlait un peu du jeu. Il y a un petit choix qui s'annonce peut-être au Paris Saint-Germain que Mauricio Pochettino devra faire entre Icardi et Keane. Icardi, quand même, il a une longueur d'avance, mais on se pose un peu des questions, même si pour moi, ça c'est clair. C'est une question que je me posais il y a 2-3 jours. J'en parlais avec mon frère. Il y a quelques jours, la question elle se pose plus. Icardi est revenu vraiment très fort. Ouais. Après, Moiskin, c'est une super recrue. J'espère vraiment qu'on va lever son option d'achat. Je le trouve plus intéressant, plus utile, plus prolifique que Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui devrait vraisemblablement un jour ou l'autre quitter le Paris Saint-Germain. Pourquoi ne pas mettre Icardi en numéro 1 au poste de 9 et Moiskin en doublure? Ce serait une mayonnaise qui me conviendrait, moi, en tout cas. Si Icardi perd 2-3 kilos et court un peu plus, c'est un Oui. choix non contestable. C'est un choix non contestable aujourd'hui. Achille, Et t'es en du même plus, avis. un joueur Bah, qui est beaucoup plus. On peut mieux. Oui, c'est Dirigé. Voilà, c'est ça. Plus malléable. Mais il n'y a même pas de débat possible. On en oublie. Et pourtant, Mais il y a pas de- pourtant, Non, c'est un faux débat, ça. ah non, C'est-à-dire que le mec, il y a il est débat venu quand pour... même. le mec, il est venu pour 55 millions d'euros plus des bonus. Il est l'attaquant numéro 1 du Paris Moiskin, c'est Saint-Germain. 30 millions. Non, mais pardon. Si Non, Moiskin, non. si on lève l'option, c'est Ouais, mais- 30 millions. Tant bien même. Moiskin vient avec l'étiquette de remplaçant. Moiskin a 20 ans. On Ouais, parle c'est de sûr. Mauro Icardi, capitaine de l'Inter pendant plus de 5 saisons. Mauro Icardi aussi qui avait disparu des radars quand même en 2020. Donc, Oui, mais il a c'est- disparu c'est des pour ça radars que la pour d'autres question raisons. devait se poser. Oui, mais c'est pour d'autres raisons. Bien sûr, on mais va la pas question, forcément citer là, mais voilà. Tu parles de la cause de sa blessure, toi? De quoi de... Quand tu dis qu'il a disparu, tu. Mais elle dit qu'il y a sa blessure. Bon, il y a eu d'autres raisons. Entre autres. Entre autres, mais voilà. Entre autres. Le caractère entre lui et Thomas Tuchel, c'est pas passé. Thomas Tuchel n'a pas eu le choix que de le faire jouer parce qu'il marquait but sur but. Donc à un moment donné, il faut pas être stupide. Et puis les autres joueurs, ils sentaient qu'il y avait quand même une affinité technique au niveau du ballon, donc il a pas eu le choix. Mais dès qu'il a eu la possibilité de lui couper la tête, il lui a coupé la tête, la preuve. Il a joué le match aller à Dortmund. Depuis, on l'a plus Ouais, c'est revu. vrai. C'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. On l'a plus revu, donc c'est pas forcément un choix sportif. Néanmoins, là, concrètement, j'espère de tout cœur que Mauricio Pochettino va nous rendre Icardi plus fit et très probablement au même niveau qu'un certain Harry Kane. J'ai senti très proche en tout cas lorsqu'on a célébré hier le trophée des champions. On le voyait Pochettino qui prenait Icardi comme ça et qui se parlait en espagnol. Il va en faire un de ses hommes forts, c'est évident. C'est évident. Moi je pense sincèrement pour finir hein, que les joueurs du Paris Saint-Germain, pour la plupart, et tu le disais Juan Rosé, il y a ce côté famille, vous le disiez très bien, C'est ça. côté Amérique latine, côté famille, et Pochettino représente vraiment ce côté-là. Dans le milieu du foot est un milieu petit, je pense qu'ils ont beaucoup de connaissances en commun. Et Bonne grillade, on sait que bonne viande. Brésilien Voilà, et argentin. Et on sait que le passe point de bien. chute, Ça s'entend bien. on sait que le point de chute des joueurs du PSG, c'est dans le restaurant César, et on sait qu'ils vont s'y retrouver. Oui, mais Oh, c'était bah, Verratti, c'est non, Verratti ça. C'est ça, c'est vrai. Verratti. C'est Verratti. Ça, c'était à l'époque. À Maintenant l'époque. qu'il y en a un qui en a un, bon, maintenant tout le monde se retrouve Voilà, là-bas. on reparlera Voilà. de tout ça. Des Plus restaurants des précis- joueurs du C'est PSG. ça. Plus précisément, on vous donnera les petites adresses, on vous glissera Voilà. où vous pourrez C'est- voir c'est les excellent. joueurs. César, euh, C'est excellent. ah, le restaurant de Verratti. Le restaurant voilà, de On vous Marco, donnera c'est les petites excellent. adresses, Ah, tu as on été pourra Ouais, c'est goûter excellent. les petites grillades du restaurant de Verratti. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner aux différents réseaux sociaux qui apparaissent sous la barre. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.